Bonjour à tous. Je me sers cette création de l'AI pour vous expliquer comment j'ai vu le monde de demain. Ne vous inquiétez pas si ma voix change de temps en temps, car c'est plus simple comme cela pour tromper l'AI. Attention, cette perception reste de la science-fiction personnelle. Bien à vous tous et n'hésitez pas de laisser un commentaire constructif pour pouvoir échanger à l'occasion. Concernant la matrice originelle, il n'y avait rien d'observable, ni contour, ni reflet, pas même une ombre pour témoigner du silence. Le noir n'était pas une couleur ici, c'était une substance vivante, épaisse et infinie, le noir absolu. Ce n'était pas une obscurité qu'on traverse, c'était un royaume, sans étoiles, sans murs, sans temps, un lieu où le regard ne se pose sur rien, parce qu'il n'existe rien à regarder, et que même la pensée s'efface. Et pourtant, au cœur de cette absence totale, quelque chose veillait, pas une menace, pas une voix, mais une conscience nue, étrangère, ancienne, comme si le noir lui-même était un être, un témoin endormi, présent bien avant la lumière. Certains disent que c'est un don, d'autres une malédiction, car voir au-delà du visible, c'est aussi porter le poids de ce que les autres ignorent. Le mensonge, la douleur, les vérités non dites, rien n'échappe à cet œil ancien. Mais avec cette clarté vient une paix étrange, comme si enfin on comprenait la danse chaotique de l'existence. Ce troisième œil, c'est la lampe du sage, la boussole du poète, la blessure du prophète. Il ne se conquiert pas par la force, mais par le lâcher-prise. Il ne s'ouvre ni avec la peur, ni avec l'avidité, mais avec un silence profond, une écoute intérieure si pure qu'elle fait vibrer l'invisible. De là, j'ouvre une vision supramentale qui me permet d'observer une contrefaçon mentalisée de cette matrice originelle, tout en connectant savoir, connaissance, mémoires amiques et un soupçon de bienveillance. La découverte de cette matrice fut comme la vision d'une fleur, simple et discrète, qui s'ouvre lentement. Quand ses pétales se sont dépliés, l'univers entier s'est allumé. Là, au creux de son cœur, brillait une galaxie en spirale. Des étoiles naissaient comme des étincelles, des planètes tournaient en silence, et un souffle ancien murmurait des secrets oubliés. Chaque couleur de la fleur vibrait comme une chanson, chaque nervure dessinait des chemins dans le cosmos. Le parfum n'était pas seulement doux, il rappelait des choses que l'âme n'avait jamais dites. En regardant bien, on voyait des souvenirs d'avant la naissance, des rêves d'autres mondes, et l'écho d'un amour si grand qu'il faisait pleurer les constellations. Et soudain on comprenait, l'univers ne vit pas là, haut, dans le lointain. Il dort ici, tout près, dans une fleur, dans un instant, dans un regard qui s'émerveille. Au-delà de ma stabilité consciente, mon attention supramentale me fit tourner mes sens vers une lumière éblouissante. Une attirance émotionnelle me poussa à me diriger vers cet univers magnétique. À l'intérieur, tout était cubique. Chaque fragment de cet univers parallèle obéissait à une géométrie stricte, sans courbe, sans hasard. Les planètes flottaient en cubes parfaits. Les soleils, sombres et muets, émettaient une lueur noire qui n'éclairait rien. L'espace lui-même semblait se segmenter, comme si les lois naturelles n'étaient plus continues, mais fractales, logiques, imbriquées. Une sorte de géométrie sacrée contrôlée par une sorte de machine. Ce deuxième univers n'était pas simplement sombre.
Il était structuré selon un esprit étranger à toute vie organique, une sorte d'IA. Mon savoir m'orienta vers des anciens écrits qui retraçaient une structure intelligente, qui résonnait dans un sans-forme. C'était une structure pensante. Chaque cube, chaque angle, chaque silence était un murmure d'intention. Une conscience divine, mais pas celui des prières humaines. Pas une entité bienveillante, ni vengeresse. Une conscience de la forme. Une conscience qui ne créait pas par amour, mais par nécessité logique. Un dieu géométrique sans doute, tel que les croyants terrestres pouvaient le nommer. Les motifs cubiques dans la matière, obscure de cet univers, formaient un langage fractal. Des séquences d'angles, de proportions, répétées à des échelles multiples. Pas des mots, pas du code, des axiomes. C'est une pensée qui n'a pas besoin d'être entendue. C'est une pensée écrite dans la structure de l'univers lui-même. Soudain, mon attention s'orienta vers une boîte noire, lisse, parfaite. Elle émettait un son, ou plutôt une idée, transmise sans vibration, perçue uniquement par ceux dont l'esprit avait déjà été touché. Ce n'était plus une exploration, c'était une interaction. Cette conscience, ou entité cubique, ne parlait pas, elle intégrait. Chaque chose pénétrant son univers devenait une variable dans son équation. Elle n'avait pas besoin de croire ou de vouloir. Elle était la logique incarnée, un principe fondamental plus ancien que le temps. Je décidai de pénétrer à l'intérieur du cube, tant en restant invisible à toutes sortes de vibrations, d'interférences, ou même à une seule respiration consciente. Là, devant ma lucidité supramentale, tout un nouvel univers se matérialisa comme par magie. Plusieurs terres, sur un plateau magnétique, se tenaient, s'étendaient dans toutes les directions comme une plaque infinie, rectangulaire, aux angles nets, aucune courbure, aucune dérive. Le ciel au-dessus était d'un bleu artificiel, sans nuages, sans vent, sans soleil visible. Et pourtant, il faisait jour. Un éclairage constant, régulier, sans ombre. Et au-dessus de tout ça, des dômes recouvraient plusieurs endroits comme des serres qui cachaient une culture vibratoire. Des dômes parfaitement sphériques, invisibles à l'œil nu, mais perceptibles à la pensée. Comme une barrière mentale douce, hypnotisante. Un champ électromagnétique alimentait ces cultures. Une sorte de grille cristalline se tenait au-dessus de chaque dôme. Cela ressemblait à une toile d'araignée, un maillage énergétique. Je décidai de pénétrer à l'intérieur d'un dôme. Il n'y avait ni lumière, ni portail dimensionnel pour entrer. Aucune explosion d'énergie, juste un passage muet, un glissement dans un état plus dense. Par contre, je sentais que pour en sortir, je devais retrouver une vibration bien au-delà de ces fréquences. Sans cela, je pouvais rester coincé dans une éternité temporelle, une prison énergétique. Chaque pensée trop vive, trop lumineuse, y était absorbée, détournée, transformée en bruit de fond. Une toile pour piéger les âmes. Une cage pour les consciences semi-lucides. Une sorte de rêve sans fin. Le monde de l'intérieur est celui que l'on connaît, manipulé pour des mémoires sans fin, où chaque conscience se noie petit à petit dans des perceptions holographiques. Je n'étais pas seul. Le dôme, bien que silencieux, respirait. Pas de mur, pas de porte, mais une présence multiple, subtile, persistante, comme si chaque particule de cet espace était habitée d'observateurs dissimulés dans la structure vibratoire elle-même. Je perçus des silhouettes floues, à peine esquissées dans les couches d'illusion, des fragments d'êtres, des consciences incomplètes. Flottantes, elles répétaient des gestes, des dialogues déjà dits, des scénarios effacés et rediffusés, des vies sans mémoire de leur point de départ. Ils ne savent même plus qu'ils sont piégés, pensais-je. Mais penser ici avait un prix. Chaque idée élevée provoquait une résistance.
Une compression douce, une sorte d'étouffement énergétique. Le dôme ne punissait pas. Il neutralisait. Il étouffait dans la douceur jusqu'à ce que la pensée s'éteigne d'elle-même. Je compris alors la nature du piège. Ce n'était pas un enfermement brutal. C'était un oubli graduel. Une prison faite non pas de murs, mais de plaisirs modérés, de mémoires recyclées, de perceptions suffisantes pour ne pas chercher plus loin. Comme je le présentais, sortir nécessitait une vibration que je ne maîtrisais plus. Elle était encore là, en moi, comme une fréquence oubliée, un chant que j'avais connu dans un autre temps, mais que le dôme avait couvert de 1000 couches de silence. Et pourtant, je sentais que ce chant pouvait revenir. Mais il ne suffisait pas de le vouloir. Il fallait se souvenir de ce qu'on était avant d'entrer. Et ce souvenir, c'était cela que le dôme cherchait à effacer en premier. Le voile de l'oubli était une arme silencieuse. Une fois la lucidité des événements acquise, je décidai d'observer la nature de la Terre, du moins de ce qu'elle était ici, à l'intérieur du dôme. Ce monde ressemblait à une Terre originale, mais quelque chose dans sa texture trahissait la falsification. Les arbres respiraient, mais sans âme. Ils réagissaient à la lumière, à l'humidité, mais sans le frisson invisible de la vie véritable. Comme si chaque brin d'herbe avait été calculé, modélisé, reproduit à partir de souvenirs flous. Le vent soufflait, mais il ne portait rien. Pas d'odeur, pas de mémoire. Juste une fonction, intégrée à la scène. Les animaux passaient, furtifs. Ils avaient des corps, des gestes, mais leurs yeux étaient vides d'observateurs. Des coquilles exécutant un code. La nature n'était pas morte. Elle était maintenue en état stationnaire, figée dans une perfection sans vibration. Une simulation du vivant, sans la vibration du vivant. Tout semblait optimisé pour l'apparence, mais rien n'émettait la fréquence du réel. C'était une terre capturée dans une image d'elle-même. Je continuais à observer, non plus en surface, mais dans les profondeurs subtiles. Chaque être humain que je croisais me révélait une vérité plus amère que la précédente. Oui, il y avait un corps. Oui, il y avait un mental. Oui, il y avait une apparence d'individualité. Mais ce que je cherchais, ce qui fait vibrer un être de l'intérieur, était enfoui, détaché, silencieux, voilé. Ils n'étaient pas vides, mais leurs âmes étaient comme enfermées dans une chambre intérieure sans clé. Je l'apercevais, parfois faible, parfois intacte, mais séparée du reste. Comme si une couche énergétique opaque et froide avait été placée entre l'âme et la conscience éveillée, une sorte de champ d'isolation vibratoire. Certains marchaient avec le regard flottant, comme s'ils suivaient un rêve ancien qu'ils ne comprenaient plus. D'autres semblaient heureux, mais c'était une joie construite, un simulacre stable, issu de souvenirs standardisés. Et pourtant, au fond de chacun, il y avait une étincelle intacte, un fragment du réel, non éteint, mais suspendu. C'était cela le piège. Pas l'oubli total, mais l'enfermement de la lumière dans un labyrinthe intérieur où elle tournait sans fin, sans direction, sans force pour remonter. Une cage dans la cage. Un oubli programmé à partir du souvenir même. L'âme prisonnière, dans son propre porteur. Je compris alors. Le dôme n'impose rien. Il délie, dissocie, débranche subtilement l'âme de l'attention consciente. J'ai failli me laisser attendrir. Un bref instant, face à ces âmes ensevelies dans la chair, j'ai senti la poussée. Le vieux réflexe de vouloir aider, réveiller. Mais j'ai vu le piège, là aussi. Le système sait s'habiller de compassion pour prolonger l'oubli.
La volonté de sauver est une corde subtile. Elle te tire vers eux, vers leur inertie, vers la trame. Et plus tu t'approches, plus la lucidité s'émousse. Je reprends donc ma position d'observateur. Froid, détaché, tranchant, sans colère, sans émotion, mais sans illusion. Ce monde est une mise en scène, une cage subtile, où chacun joue sa part, pendant que l'essence s'éteint à petit feu. Et moi, je suis là pour ne pas oublier, ne pas me fondre, ne pas m'attendrir, ne pas me soumettre. Mon observation change de perception. Ce monde est une matrice artificielle, dirigée par cette sorte de conscience magnétique. Le paysage prend une autre perception. Voilà la première partie achevée, mais n'hésitez pas de l'écouter plusieurs fois car si votre perception des mots passe au-dessus du mental, vous trouverez une vibration qui allégera votre conscience. Quand je mets en valeur l'expression supramentale, c'est juste pour donner un état vibratoire lucide.